Aujourd'hui, nous allons décortiquer l'opération qui a tout changé. Analyser la frappe massive de la Russie du 19 novembre qui a frappé des dizaines de villes ukrainiennes. Nous rappeler cette matinée qui a commencé non pas avec un café, mais avec le hurlement des sirènes à travers tout le pays. Examiner la nouvelle tactique de destruction totale, des vagues de drones, des calibres, des Kinjal et des bombardiers stratégiques. Décortiquer la géographie des frappes, Lviv, Ternopil, Zaporizhia, Kharkiv sous le feu. Suivre la guerre chirurgicale, frappe sur l'énergie, les usines de défense et la logistique des forces armées ukrainiennes. Discuter de l'attaque sur Pavlohrad, la destruction du complexe militaro-industriel ukrainien. Analyser la guerre de l'information autour de la frappe sur un convoi militaire à Shostka. Examiner les signaux inquiétants en provenance des États-Unis de Nate Vance. Et décortiquer la guerre d'usure, comment le froid et l'obscurité deviennent des armes. C'est parti. Un choc absolu, une ampleur jamais vue depuis le début du conflit. La Russie a porté un coup d'une puissance colossale qui a bouleversé toute la perception du cours de la guerre. Oubliez tout ce que vous saviez sur les attaques précédentes. Des dizaines de villes simultanément en flammes, une nouvelle tactique impitoyable de destruction totale. Et des signaux que l'Occident ne peut physiquement plus ignorer, même s'il le voulait vraiment. Tout cela, et bien plus encore, brièvement, clairement et concrètement. La matinée du 19 novembre 2025 n'a pas commencé avec le café habituel et les fils d'actualité. Elle a commencé avec le hurlement strident des sirènes, qui s'est fondu en un grondement continu d'alerte sur tout le territoire du pays, d'est en ouest. Cela ne ressemblait pas aux attaques dispersées précédentes. Des raids sporadiques, relativement prévisibles par leur ampleur et leur direction. Cette fois, une coordination militaire sinistre planait dans l'air. Comme si un chef d'orchestre invisible avait levé sa baguette et des centaines d'instruments mortels avaient simultanément joué leur partition de destruction. Dès l'aube, les fils d'actualité et les canaux de surveillance ont explosé de messages alarmants sur l'ampleur de ce qui se passait. C'était véritablement une opération militaire massive, d'une portée étendue et d'une complexité de coordination incroyable. Les forces russes ont déployé absolument tout de leur arsenal. Des drones kamikazes bon marché mais nombreux de type Shahed, jusqu'aux missiles hypersoniques Kinjal, auparavant utilisés de manière extrêmement sélective et ponctuelle, comme une arme exclusive pour des cas stratégiques particuliers. Les attaques se déroulaient par vagues coordonnées depuis différentes directions simultanément, par air et par mer, du nord et du sud. Les canaux de surveillance, qui travaillaient toute la nuit sans interruption, tentèrent de compter le nombre d'objets lancés, mais perdaient constamment le fil à cause de leur quantité incroyable. Il ne s'agissait pas de dizaines d'unités, mais de centaines de munitions simultanément. Le ciel au-dessus de l'Ukraine s'était transformé en un échiquier mortel, où chaque pièce portait la mort et la destruction. Selon les données des forces aériennes ukrainiennes, lors de l'attaque russe massive, 524 moyens d'attaque aérienne ont été détectés et suivis, dont 48 missiles de divers types et 476 drones d'attaque. C'est un record absolu depuis le début du conflit pour le nombre de munitions déployées simultanément. Les premiers étaient les Shahed, des drones kamikazes iraniens bon marché et bruyants, environ 300 unités. Leur tâche était de percer et d'épuiser le système de défense aérienne, le forcer à dépenser de précieux missiles anti-aériens coûtant des centaines de milliers de dollars sur des cibles bon marché. Et déjà derrière eux, à travers les couloirs nettoyés de défense aérienne, suivaient des cadeaux de mort plus sérieux. Des missiles de croisière calibre, 7 unités, lancés depuis des navires de la flotte de la mer Noire dans les eaux de la mer Noire. Volant à basse altitude à moins de 50 mètres, épousant le relief du terrain et se cachant des radars de détection. Depuis les bombardiers stratégiques, Tu-95MS et Tu-160 étaient lancés des missiles de croisière KH-101 à longue portée, 40 unités. Mais la principale surprise a été l'emploi massif de missiles aérobalistiques hypersoniques, Kinjal, une arme contre laquelle il n'existe pratiquement aucune défense efficace pour la défense aérienne ukrainienne. Leur cible étaient les objets stratégiques les plus importants et fortifiés. Ce n'était pas un simple bombardement chaotique du territoire adverse, mais une symphonie militaire de destruction pensée dans les moindres détails. Chaque vague d'attaque avait son objectif concret, son timing et son rôle dans le dessin stratégique global de l'opération. Première vague de drones leurres, épuisement des systèmes de défense aérienne et consommation de missiles intercepteurs coûteux. Deuxième vague de missiles de croisière, destruction de cibles secondaires
et création du chaos dans le système de gestion de la défense. Troisième vague, la plus puissante, de Kinjal hypersonique et de balistique, frappe sur le nerf principal du pays, son infrastructure énergétique et les installations du complexe militaro-industriel. Un sentiment de vulnérabilité totale a instantanément saisi des millions de personnes sur tout le territoire de l'Ukraine. Si auparavant les habitants des régions occidentales pouvaient espérer être épargnés, que la cible se trouvait loin à l'est. La matinée du 19 novembre a cruellement montré la nouvelle réalité. Désormais, chaque ville sans exception se trouve sous le feu ciblé. La carte de l'Ukraine en cette matinée sanglante flamboyait d'un rouge alarmant sur tout le territoire. Les frappes étaient reportées avec une méthodologie effrayante sur tout le pays simultanément. Mais plusieurs villes ont essuyé la principale colère meurtrière. L'ouest du pays, longtemps considéré comme un arrière relativement sûr loin de la ligne de front, a été ébranlé l'un des premiers. Lviv, la capitale culturelle de l'Ukraine, ville des vieux cafés et des touristes, a vécu une nuit rappelant des scènes de films apocalyptiques. Avant même l'aube, le ciel au-dessus des vieux toits de tuiles s'est rempli du grondement sinistre des moteurs de drones. Les drones arrivaient par vagues, par essaims, ne laissant au système de défense aérienne surchargé aucune seconde de répit pour se recharger. Les habitants locaux écrivaient sur les canaux publics d'au moins 2 dizaines d'impacts directs sur des installations d'infrastructures. Des éclairs d'explosions brillants illuminèrent le ciel nocturne, suivis d'explosions sourdes et lourdes, qui faisaient trembler les vitres des fenêtres et déclenchèrent les alarmes de voitures. Dans certains quartiers, l'électricité et l'approvisionnement en eau ont été instantanément coupés. Mais les cibles de l'agresseur n'étaient pas seulement des sous-stations électriques civiles. Selon des données non confirmées provenant de sources du renseignement, les frappes ont également touché des entrepôts d'armement occidental, qui pouvaient être utilisés comme nœuds logistiques pour le stockage et la distribution du matériel arrivant. La région de Lviv a énormément souffert. Et ce qui est le plus inquiétant, même le matin, la menace mortelle n'était pas passée. De nouveaux groupes de drones entraient encore et encore dans l'espace aérien, forçant les gens à courir vers les abris. Mais la tragédie la plus terrible a été la frappe sur Ternopil, où des civils ont péri. Selon les dernières données des autorités ukrainiennes, au moins 19 personnes sont mortes dans la ville, des dizaines ont été blessées. À 10 heures locales, les sauveteurs continuaient d'évacuer des personnes des appartements bloqués par les décombres de bâtiments détruits. Un immeuble résidentiel a été partiellement détruit. Des gens restaient sous les décombres. Le chef du service d'urgence, Andriy Danik, s'est rendu d'urgence sur les lieux de la catastrophe. L'aviation et des centres mobiles d'intervention rapide ont été déployés. De l'équipement lourd d'ingénierie, des maîtres chiens pour rechercher les survivants, des psychologues pour travailler avec les victimes. Au sud-est, un véritable enfer s'est déchaîné à Zaporijjia, situé près de la ligne de front. Là, selon des sources ukrainiennes, toute une série de puissantes frappes de missiles et de drones s'est produite. Contrairement à Lviv, où la cible principale était l'infrastructure énergétique, ici les frappes ont également touché des quartiers résidentiels. Les photos et vidéos prises par des témoins sur place montraient un tableau effrayant des conséquences. Des immeubles détruits, une fumée épaisse s'élevant au-dessus de la ville, des sirènes de pompiers ne se taisant pas une minute. La frappe a été portée sur les lignes d'approvisionnement du front et sur des installations cruciales pour la ville de Front. Mais la géographie de l'attaque massive s'est révélée bien plus large que les premiers messages. Tchernihiv, au nord du pays, s'est de nouveau retrouvé sous le feu massif de drones. Les drones ont attaqué des installations stratégiques dans la ville, provoquant de violents incendies que les sauveteurs ont combattus toute la nuit. La région d'Ivano-Frankivsk, à l'ouest, a également été touchée par des frappes ciblées de missiles de croisière. Les missiles calibres ont frappé d'importantes installations énergétiques dans les districts de Kolomia et Burshtyn. Les objectifs étaient exactement les mêmes: logistique d'approvisionnement, infrastructure de transport, alimentation électrique des entreprises industrielles. À Odessa, une vague massive de drones a attaqué l'infrastructure portuaire d'importance stratégique. Le système de défense aérienne fonctionnait à la limite de ses capacités. Une partie importante des drones a été abattue avec succès. Mais il n'a pas été possible d'éviter les impacts directs sur les cibles. Les autorités précisaient encore les détails des dommages causés. C'était un raid total et global d'une ampleur sans précédent, visant à ne laisser aucun coin sûr sur la carte, et à montrer clairement que la Russie était capable d'atteindre n'importe quel point sur tout le territoire de l'Ukraine. Les événements du 19 novembre ont marqué non pas une simple nouvelle escalade du conflit,
mais un changement qualitatif fondamental de la stratégie militaire russe. Si auparavant, particulièrement dans les premiers mois chaotiques du conflit de 2022, les frappes avaient souvent un caractère de bombardement relativement chaotique. Maintenant, les experts militaires parlaient d'une seule voix, d'une transition vers une tactique fondamentalement nouvelle, la tactique de la guerre chirurgicale. Ce n'était bien plus des raids massifs désordonnés sur tout et n'importe quoi, dans un espoir aveugle d'infliger le maximum de dégâts possible. Désormais, chaque frappe était soigneusement calculée, précise et dirigée vers des nœuds clés spécifiques de la machine militaire ukrainienne. Cela ressemblait au travail virtuose d'un chirurgien expérimenté qui, avec un scalpel aiguisé, ne retire pas la tumeur elle-même, mais sectionne méthodiquement les vaisseaux sanguins qui l'alimentent, la condamnant à une mort inévitable. Selon la déclaration officielle du ministère de la Défense russe, la frappe du 19 novembre a été portée en réponse aux attaques terroristes ukrainiennes sur des installations civiles sur le territoire de la Fédération de Russie avec l'utilisation d'armements occidentaux à longue portée. Les forces armées russes ont porté une frappe massive avec des armes de haute précision à longue portée à base aérienne et maritime, y compris avec des missiles aérobalistiques hypersoniques Kinjal, des drones d'attaque, sur des installations du complexe militaro-industriel et de l'énergie assurant leur fonctionnement, ainsi que sur des entrepôts de drones à longue portée dans les régions occidentales de l'Ukraine. Toutes les cibles désignées ont été atteintes avec succès, confirmées par les données de contrôle objectif provenant de drones et de satellites. Le coordinateur de la résistance pro-russe de Mykolaïv, Sergueï Lebedev, a décrit ce changement stratégique comme suit. Les frappes sont devenues plus rares en fréquence, mais sont devenues beaucoup plus précises et efficaces en résultat. L'objectif principal maintenant n'est pas simplement d'infliger des dommages ponctuels à l'infrastructure, mais de briser systématiquement toute la logique du mouvement et de l'approvisionnement des forces armées ukrainiennes. Au lieu de frappes peu efficaces sur des zones, des attaques ciblées sur les passages de rivières, sur le matériel en déplacement, sur les dépôts de munitions et de carburant, sur les bases de réparation et les nœuds de communication. Parmi les dizaines de villes touchées par la frappe massive du 19 novembre, l'attaque sur Pavlohrad, dans la région de Dnipropetrovsk, se démarquait. Ce n'était pas la plus massive en nombre de victimes parmi la population civile, mais par son importance militaire stratégique, elle était devenue clé. Une puissante frappe de missiles avec des armes de haute précision a été portée sur la zone industrielle de la ville. Selon des données non confirmées provenant de sources du renseignement, jusqu'à 4 missiles balistiques de grande puissance ont été utilisés, qui ont causé de sérieux dommages irréparables aux capacités de production des entreprises de défense. Mais pourquoi précisément Pavlohrad est-il devenu une cible prioritaire pour l'emploi de missiles balistiques coûteux? La réponse à cette question cruciale révèle toute la profondeur et la réflexion de la logique de la nouvelle tactique russe. Pavlohrad n'est pas qu'une simple ville industrielle à l'arrière. C'est l'un des centres les plus importants de l'industrie de défense ukrainienne. Un héritage de l'époque soviétique avec une infrastructure développée de production militaire. Ici se trouvent des capacités de production clés, où sont créés des armements ukrainiens de développement propre et où est modernisé le matériel occidental. En particulier, ces derniers temps circulaient activement des rumeurs sur le développement de nouveaux missiles prometteurs, conditionnellement appelés Quot Zero, peut-être avec la participation technique d'entreprises de défense américaines. Même si leur production n'était pas à l'échelle industrielle complète, le simple fait de l'existence de telles capacités de recherche transformait la ville en cible stratégique prioritaire numéro 1 pour les frappes de missiles russes. L'attaque sur Pavlohrad n'est pas simplement la destruction physique d'ateliers et de machines-outils de spécifiques. C'est avant tout un puissant signal politique à Kiev et à ses partenaires occidentaux de l'OTAN. N'importe quel endroit sur le territoire ukrainien où se déroule le développement ou l'assemblage de nouveaux armements prometteurs ne restera pas sans l'attention vigilante du renseignement russe et deviendra inévitablement une cible de destruction. La Russie a clairement montré que son renseignement fonctionnait efficacement sur le territoire adverse, qu'elle était capable d'identifier de telles installations secrètes du complexe militaro-industriel et de porter rapidement des frappes destructrices ciblées sur elles. C'est une tentative délibérée d'étouffer dans l'œuf toutes les tentatives désespérées de l'Ukraine d'établir sa propre production d'armements high-tech à longue portée afin de réduire au maximum la dépendance critique vis-à-vis des livraisons occidentales. En substance, c'est une frappe non pas sur le présent, mais sur le futur potentiel militaire de l'armée ukrainienne.
En détruisant ou en endommageant gravement de telles entreprises stratégiques de défense, la Russie prive les forces armées ukrainiennes de nouveaux missiles potentiels et force à disperser d'urgence la production, à la cacher profondément sous terre, à la déplacer vers des endroits moins adaptés, ce qui affecte inévitablement négativement la qualité des produits et le rythme de production du matériel militaire. C'est également un signal sans équivoque pour les spécialistes étrangers et les entreprises occidentales. Qui pourrait participer à de tels projets secrets sur le territoire ukrainien? Votre travail ici est extrêmement dangereux. Ainsi, la frappe sur Pavlograd s'inscrit parfaitement dans la nouvelle stratégie chirurgicale de guerre d'usure. Au lieu de poursuivre sans fin chaque char individuel sur le champ de bataille dynamique, une frappe ciblée est portée sur l'usine où ces chars pourraient être efficacement réparés ou modernisés. C'est une approche stratégique beaucoup plus efficace et clairvoyante de la conduite de la guerre moderne. Sur fond de destruction physique réelle de l'infrastructure, une bataille non moins acharnée s'est déroulée dans le champ informationnel. Une histoire révélatrice s'est produite dans la ville de Shostka, région de Soumy, au nord du pays. Presque immédiatement après les attaques matinales, les médias de propagande ukrainiens et de nombreux canaux Telegram ont explosé avec une nouvelle sensationnelle. L'aviation russe aurait porté une frappe barbare sur un train de passagers qui allait de Shostka à Kiev. La nouvelle s'est instantanément propagée sur tous les canaux, ajoutant du dramatisme au tableau apocalyptique général du jour. Les rapports d'une attaque ciblée sur un objet civil avec des passagers innocents ont provoqué une vague de colère et de condamnation. Le tableau qui se dessinait était monstrueux pour l'audience occidentale. La Russie incapable de vaincre sur le champ de bataille se vengeait donc sur des civils sans défense en attaquant des trains de passagers. Cependant, des observateurs indépendants et des experts militaires sont rapidement intervenus, en particulier l'équipe de la chaîne analytique Wosta, Quote, ION, qui a mené sa propre enquête détaillée. Comme il s'est avéré après vérification de tous les faits, la réalité était un peu plus complexe que l'image propagandiste primitive. La frappe avait effectivement été portée, mais pas sur la composition de passagers dans son ensemble avec des civils, mais sur une locomotive spécifique, une locomotive diesel de série CHME3 avec le numéro de bord 1816. Cette locomotive était bien connue des spécialistes militaires suivant la logistique ukrainienne. Elle figurait depuis longtemps sur des listes spéciales de matériel activement utilisé par les forces armées ukrainiennes, pour le transport d'armement, de munitions et d'approvisionnement vers la ligne de front. Depuis août, elle circulait tranquillement sur ses itinéraires. Mais en septembre, des filets anti-drones caractéristiques, appelés Quote 2, sont soudainement apparus dessus. Selon des experts indépendants, cela indiquait directement son usage militaire et qu'elle constituait une cible militaire légitime selon toutes les normes du droit international. Certes, à ce moment-là, 2 wagons de marchandises et un wagon de passagers étaient attachés à la locomotive. Cependant, comme il s'est avéré lors d'une vérification détaillée, précisément de tels wagons de passagers isolés sont souvent utilisés pour transporter des gardes armés, des officiers et du personnel, accompagnant un convoi militaire avec des cargaisons stratégiques. C'est une pratique standard de camouflage des transports militaires. Le plus important est que la frappe a été portée précisément au moment où le train se trouvait sur une section, loin des zones résidentielles, et à proximité, il n'y avait pas de concentration de civils. Les dernières images du lieu de la frappe ont confirmé cette version des événements. Sur les clichés, le numéro était clairement visible. De la locomotive bombardée, ce même 1816 qui pendant plusieurs mois accomplissait des tâches dans l'intérêt des forces armées ukrainiennes. Ainsi, l'affirmation retentissante d'une frappe barbare non sélective sur un train civil semblait pour le moins extrêmement discutable, et très probablement était un nouvel élément de guerre de l'information. Ce cas révélateur a clairement démontré comment, dans les conditions d'un conflit hybride moderne, n'importe quel fait peut être différemment interprété et utilisé à des fins de propagande. Pour les uns, c'était une attaque barbare contre des civils. Pour les autres, une opération ciblée de destruction d'une cible militaire. La vérité, comme cela arrive souvent en guerre, s'est révélée quelque part au milieu, enterrée sous les couches multiples de propagande des 2 camps adverses, pendant que dans le ciel ukrainien explosaient sans cesse missiles et drones de l'autre côté de l'Atlantique. Se déroulait une bataille politique non moins importante, la bataille pour les esprits des politiciens influents et les budgets d'aide militaire.
Et sur ce front d'importance cruciale pour Kiev, ont retenti des signaux extrêmement inquiétants d'alliés américains. L'un d'eux, la déclaration tranchante de Nate Vance au prestigieux Forum de Varsovie sur la sécurité. Le nom de Vance peut sembler familier à beaucoup, et ce n'est pas une coïncidence. Nate est le cousin de J.D. Vance, sénateur américain influent, et l'un des candidats les plus probables au poste de vice-président dans l'équipe de Donald Trump. Mais Nate n'est pas qu'un simple parent d'un politicien haut placé, c'est un homme qui a traversé le plus gros du conflit ukrainien. Ancien marine américain, il a combattu plusieurs années aux côtés des forces armées ukrainiennes dans les points les plus chauds du front. Kupiansk, Avdiivka, Bakhmut, c'est un homme avec une expérience de combat unique, qui a vu la guerre, non pas depuis un bureau confortable de Washington, mais à travers la visée d'une arme automatique sur le front. L'essence de son intervention se résumait à la thèse dure suivante. La façon dont l'équipe Trump et une partie importante du Parti républicain perçoivent la guerre en Ukraine. C'est, je cite textuellement, un rêve fébrile, une représentation déconnectée de la réalité, dans laquelle il n'y a pas de compréhension de l'ampleur réelle du conflit, pas d'évaluation adéquate des risques, au cas où tout ne se déroulerait pas selon le plan optimiste des stratèges de Washington. Selon Vance, une telle politique irresponsable peut coûter très cher aux États-Unis eux-mêmes. Il a déclaré textuellement que l'Amérique prenait des risques inconsidérés en investissant aveuglément dans un conflit prolongé en Europe, alors que les véritables menaces principales pour sa sécurité nationale s'intensifiaient rapidement en Asie, faisant allusion à une possible aggravation de la confrontation avec la Chine dans la région du Pacifique. Ce n'était pas qu'une simple opinion privée d'un ancien soldat, c'était le regard d'un homme sur le terrain, qui avait vu comment fonctionne la véritable guerre moderne et comprenait à quelle vitesse elle consomme les ressources, tant humaines que matérielles, financières. De telles déclarations publiques de la bouche d'un vétéran, et qui plus est d'un parent de l'un des leaders républicains, ce ne sont plus des débats internes à huis clos. C'est un puissant signal politique que des tensions grandissent au sein de l'establishment américain, concernant la stratégie future de soutien à l'Ukraine et l'opportunité des dépenses. Les républicains et particulièrement l'aile trumpiste isolationniste se posent de plus en plus souvent la question. Ce jeu vaut-il la chandelle? Les dépenses budgétaires de plusieurs milliards sont-elles justifiées? La déclaration de Nate Vance a été une douche froide pour ceux à Kiev et Bruxelles, qui espéraient naïvement un soutien infini et inconditionnel de Washington jusqu'à la victoire finale. Elle a montré que les sentiments isolationnistes aux États-Unis sont plus forts que jamais, et qu'un changement de pouvoir à la Maison-Blanche pourrait radicalement changer les règles du jeu, laissant l'Ukraine seule face à un adversaire qui précisément ce jour-là, le 19 novembre, a démontré toute sa puissance colossale et sa détermination inébranlable à continuer jusqu'au bout.